Donc j'invite Xavier Guillon de Citizen Science à nous rejoindre, Maxime Guiroton qui est en charge du marketing chez Samsung et Thomas Nichols qui est en charge du business développement chez Sigfox. Je vous propose de vous asseoir, installez-vous. Donc le thème de cet atelier, c'est quelles sont les nouvelles perspectives autour des objets connectés. Et lorsqu'on l'a préparé ou lorsqu'on en rediscutait encore récemment, vous avez en face de vous des gens qui ont besoin de développer beaucoup de services autour de leurs produits, de leurs plateformes, qui vont les ouvrir et qui font... Même Thomas Nichols m'a dit, je veux lancer un appel au développement de nouveaux services et j'ai besoin de sociétés qui nous rejoignent pour pouvoir développer tout ça. Alors, les objets connectés, c'est bien d'en parler. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir quelques vidéos. On a 3 vidéos qui présentent les produits, chacune fois entre 3 et 1 minute. Donc c'est pas très long, mais je pense que c'est indispensable pour présenter de quoi il s'agit, notre sujet. On va passer tout de suite une vidéo d'un restaurant qui a été installé en objet connecté par Samsung. La montre connectée, c'est le premier des objets connectés qui, soi-disant, va être... Enfin, d'après Forrester Research, un cabinet d'analyse américain, la montre connectée, c'est le premier outil qui va être utilisé. Donc, on va regarder un restaurant qui a été installé à Paris par Samsung. Restaurant est un établissement de nuit comme de jour. Donc on est ouvert toute la semaine de 17h à 6h du matin et également pour des brunchs le week-end. On est également un bar à cocktail. On a beaucoup évolué avec les nouvelles technologies ces dernières années. Je pense que la connectivité au sein d'un restaurant peut être vraiment très intéressante, faire gagner du temps et avoir un contrôle sur les timings qui sont à respecter dans le but d'accélérer un petit peu les services et de toujours contenter le client. Les Galette CE5 vont permettre de prendre le premier contact avec le client, c'est-à-dire on va partir sur la prise de commande avec cet appareil-là. Ça va envoyer directement l'information sur les différentes tablettes, celle au bar si c'est des boissons ou celle en cuisine si ça va être des plats. Donc on va avoir des tablettes qui vont être en cuisine, une au passe chaud et une autre au passe froid, mais juste en un seul clic, ça va leur permettre de valider et d'envoyer l'information au serveur comme quoi le plat est prêt ou le plat est en préparation. Ces tablettes vont envoyer elles-mêmes un message directement sur les mobiles que les serveurs ont en main, ce qui va permettre une communication générale entre tous les appareils et un produit qui va sortir beaucoup plus vite. Alors la solution Full Samsung a été choisie tout d'abord parce que je pense que le système des montres était beaucoup plus fiable sur cette marque-là et ensuite ça nous a permis de nous équiper totalement. Alors les gears, leur utilité va nous permettre de recevoir les alertes et également de pouvoir les valider. Ça nous permet en un coup d'œil, en un seul geste, de savoir s'il y a un plat qui est en train de nous attendre au niveau de la cuisine, une boisson qui est éventuellement prête au bar et de pouvoir cliquer sur la fonction servie. Donc ça nous permet d'avoir un outil de communication qui est fiable et qui est rapide. Ce que recherchait avant tout le Wooz, c'était la simplicité, la fiabilité et l'ergonomie. C'est-à-dire une solution globale qui permette de gérer l'ensemble de leur activité, aussi bien en cuisine, au bar, qu'en salle. Pour le manager, ça va être un outil qui va lui permettre d'encaisser ses tables évidemment, mais également d'avoir un suivi sur tout ce qui se passe dans le restaurant, sur les temps d'attente, sur les temps de préparation, sur les tables qu'il va falloir un petit peu activer parce qu'il y a eu trop de délais d'attente, et également ça va être un outil de vérification pour contrôler tout l'établissement en temps réel. L'utilisation de produits grand public permet une prise en main et une adoption par le personnel extrêmement rapide. Pour le barman, ça va être un vrai outil parce que pour le coup, au lieu d'avoir des dizaines de tickets qui sortent, il va avoir la possibilité de slider entre les différents produits, ce qui va lui permettre de pouvoir regrouper les commandes. En matière d'encaissement, ça permet de différencier les produits sur une même table, ce qui va permettre de sortir une addition à un client qui s'en va avant les autres et de départager les produits tout en laissant le solde de la table. Notre système fonctionne avec tous les types d'appareils, quelle que soit la taille de l'écran, ce qui nous permet d'utiliser dans le monde professionnel des appareils grand public. La sécurité est un des points majeurs de notre solution. Grâce à la synchronisation bidirectionnelle, le restaurateur a l'ensemble de ses données en local qui sont répliquées toutes les 2 minutes sur nos serveurs centraux. Et les bénéfices pour le restaurant d'utiliser ce type de produit, c'est vraiment de se démarquer par rapport à d'autres établissements. Je pense qu'on a montré à plusieurs reprises qu'on était un petit peu lanceur de tendance. Grâce à la largeur de gamme de Samsung, nous pouvons offrir aux clients une expérience unique dans la mesure où l'ensemble des appareils et l'ensemble des tailles d'écran s'adaptent parfaitement à l'utilisation. Ce sont aussi des produits design et performants qui permettent d'avoir une très bonne qualité de service. On a en fait équipé on a équipé avec un de nos partenaires surtout qui a développé une solution pour ce restaurant qui est le Wooz Bar dans Paris. Le Wooz appartient à
un grand groupe d'établissements de nuit qui a notamment le Gibus, le Dépôt, une dizaine de restaurants parisiens. Ce qu'on a fait en fait, c'est que finalement ce qu'on a voulu faire et ce que le client a voulu faire, c'est améliorer la productivité de tout son personnel, éviter les pics qu'on connaît très souvent dans le monde de la restauration ou de la distribution, et avoir une gestion plus fluide de sa cuisine, du personnel, du client, et transformer la relation client. L'autre chose qui est importante pour le Wooz Bar, c'est que c'est un établissement de nuit avant tout, même si c'est un restaurant aussi. C'est du coup un établissement qui est tendance, qui a besoin de montrer des choses qui sont nouvelles, qui sortent de l'ordinaire, qui les mettent un petit peu en avance sur leur temps. Et ils ont opté pour cela, d'adopter la technologie. Pourquoi adopter la technologie? Parce que ça leur permettait justement de montrer quelque chose de différent et de répondre à cette problématique de productivité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cherché pendant un moment comment pouvoir faire. On voyait des smartphones dans les bars, vous en voyez quelques-uns peut-être dans les restaurants dans lesquels vous avez l'occasion de déjeuner, mais finalement ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça, et on était quand même avec des systèmes très lourds derrière, des systèmes de caisse extrêmement compliqués à mettre en œuvre. Donc Apicat, qui est un de nos partenaires, qui est une société française, une petite structure, a développé une solution qui permet justement de gérer toute la relation entre le produit qui est mis à disposition des serveurs, qui est un Galaxy S5 en l'occurrence dans ce bar, de toute la partie caisse qui a été remplacée. On a abandonné la partie caisse traditionnelle et on l'a remplacée par des tablettes, avec la possibilité d'avoir une interconnexion sur le paiement. Et puis on a introduit un troisième objet connecté, parce que finalement tout ça ce sont aussi des objets connectés, un troisième objet connecté qui est la Gear, donc la montre chez Samsung, qui est mise à disposition des serveurs également. C'est pas un gadget. À quoi elle sert? Et c'est là où il y a un vrai intérêt, c'est qu'aujourd'hui la montre leur permet de recevoir toutes les alertes. Et c'est fini le temps où on appuyait sur une cloche pour dire au serveur que la commande est prête. La commande, elle est validée en cuisine sur une tablette, et une fois qu'elle est validée en cuisine sur la tablette, elle vient sur la montre du serveur en question, pour faire en sorte que le serveur reçoive discrètement l'alerte, puisque ça reste discret et il n'y a pas cette sonnerie qui peut gêner l'ensemble de la salle. Et ça lui permet plus de réactivité, parce que depuis la montre, il peut dire je prends, je sers, et donc du coup on sait exactement où on en est. Ça permet aussi sur la gestion de l'établissement de voir que de contrôler si les tables sont bien servies dans les bons timings, de contrôler quel est le timing optimum pour servir les gens. Est-ce que c'est 5 minutes après qu'ils soient arrivés? Est-ce que c'est 10 minutes après avoir commandé un cocktail, etc. Et aujourd'hui, le Wooz Bar a gagné en productivité environ 30%. Ils ont lissé les coups de feu, en fait, sont beaucoup plus lissés dans le temps. Ça a permis au manager, qui ne peut pas être là et la journée et la nuit, de voir si tout marchait correctement. Ça lui a permis de faire des rotations sur ses équipes, de faire en sorte qu'il n'ait pas une équipe, par exemple, trop junior à un moment donné, et qui puisse faire un bon mélange entre du junior, du senior, ou entre des gens qui sont bons sur des coups de feu et d'autres qui sont un peu meilleurs dans une gestion de salle un peu plus calme. Et donc du coup, aujourd'hui, ils arrivent à une certaine linéarité dans le service délivré et une productivité qui est bien améliorée. Donc la Gear, en fait, c'est tout le dispositif qui est connecté et qui est intéressant. La Gear rentre intégralement dans ce dispositif et n'est pas juste un gadget qui sert à donner l'heure au serveur. Voilà grosso modo le récap de ce qui est dit dans la vidéo. Merci Maxime. On va passer le micro à Xavier Guillon. On va présenter, peut-être commenter la vidéo qui est beaucoup plus brève, parce que vous mettez sur 3 minutes. Nous, on est sur 1 minute pour Citizen Science.
Donc Citizen est une société qui fabrique du textile connecté. Et pour la petite anecdote, nous réfléchissions depuis 2008 à une plateforme un peu innovante. Et dès 2008, il y avait des smartphones, mais il n'y avait pas cet engouement. Et au cours de l'année 2011, nous étions l'équipe dirigeante à l'origine du projet. Nous avons oublié respectivement notre smartphone et nos clés. Et en fait, nous avons repensé notre stratégie en nous disant, voilà, lorsque nous sortons dans la rue, que ce soit pour faire du sport, comme le fait Clément, qui est notre docteur en physiologie, ou pour simplement se rendre au travail, qu'avons-nous impérativement avec nous? Il y a 3-4 choses. Il y a les clés, le téléphone, éventuellement un moyen de paiement, et les vêtements. Maintenant, la seule chose que nous n'oublions jamais, ce sont les vêtements. Donc les vêtements sont nés naturellement, et avant de savoir que nous allions faire donc, ce type de textile, nous avons fait un benchmark mondial, et de ce benchmark mondial est sorti un constat, c'est qu'il n'y avait pas véritablement de textile connecté. Ce qui était connecté, c'était un tissu, derrière lequel on mettait un patch plus ou moins bien collé, plus ou moins bien adapté, et la peau de l'humain, ce qui donnait des résultats très approximatifs. Et nous, notre démarche a été la suivante, c'est de se dire, voilà, nous ambitionnons de nous adresser à des personnes qui sont potentiellement malades, et malades à vie, donc ce qu'on appelle les affections longue durée. Donc les résultats que nous devons obtenir doivent être exploitables et analysables par des médecins. Donc dans le cahier des charges, nous avons inscrit des médecins qui nous ont donné les grandes lignes pour ce projet-là, et surtout, ils nous ont impulsé une qualité qui nous sert au quotidien pour permettre d'obtenir quelque chose de très grande qualité. Le fait de faire du textile connecté, ça permet, donc là on l'a vu sous forme de vêtements, mais vous avez par exemple dans le textile, vous avez la moquette, vous avez votre siège automobile, vous avez vos draps. Bref, de là, nous pouvons extraire des tas de paramètres issus du corps humain. Donc dans le cadre du sport, ça va être par exemple pour les jeunes sportifs de leur éviter de taper dans leurs réserves, donc qu'ils se fatiguent trop. Ça va être au contraire de refaire par exemple un match pour voir ce qui s'est passé physiologiquement. Dans le cadre de la santé, ça va être, je prends toujours l'exemple de la crise cardiaque, mais une crise cardiaque se détecte 1 semaine, voire 10 jours avant qu'elle intervienne. En croisant des paramètres physiologiques, comme la température du corps par exemple, comme l'électrocardiogramme, nous sommes capables de voir qu'une personne est en train de faire une crise cardiaque. Alors plus vous êtes en amont de cette crise cardiaque, plus vous lui évitez bien évidemment un choc, parce que quand vous faites une crise cardiaque, les 3 dernières heures, ce sont 10 heures de bien-être préservé. Donc vous avez l'opération, après vous avez bien évidemment la rééducation, donc ça a un coût pour la personne, parce que c'est un coût psychologique, c'est un coût pour la collectivité, bref, grâce à la technologie, nous inversons un cercle qui est vicieux pour en faire un cercle vertueux. Donc, à titre anecdotique, il y a 1 million de personnes qui décèdent en France chaque année d'une crise cardiaque. Et sur ce million-là, nous savons que quasiment tous pourraient être sauvés. Très bien, une parole optimiste. Thomas Nichols, on va passer Thomas Nichols est en charge des réseaux, un réseau qui s'appelle Sigfox, c'est un réseau à très bas débit. On a une petite vidéo, je vous invite à la commenter. The Internet of Things is about to take off. It's time to get on board. 500 connected objects in the home by 2022. 1.5 trillion connected devices by 2020. The IoT is a $19 trillion opportunity. The vast majority of those objects will send and receive only small amounts of data, and they'll require batteries that last decades. So, there's a need for an easy-to-install, economical, energy-efficient solution. Sigfox. Sigfox provides the bridge that connects all those things, making the IoT available to everything and everybody. It is out of the box. All you need is a compatible modem in the devices and a subscription to the Sigfox network. With Sigfox, each device can send and receive many small messages every day. Sigfox's wireless technology seamlessly connects devices anywhere, anytime to the company's global network, which delivers long-range communication with very little energy.
Sigfox Cloud makes this data readily available for application development. Sigfox is partnering with companies in each country under the Sigfox Network Operator Program to roll out and operate its network worldwide. Sigfox complements 2G, 3G, and 4G systems, or Wi-Fi and Bluetooth, all of which provide high bandwidth connectivity. Sigfox's technology was designed for objects that only have to send small messages. Let's look at a few examples. Sigfox allows billboards to send monitoring status so the company can better manage maintenance. The network is economical and energy efficient, so batteries last a very long time. That's ideal for creating affordable trackers. Monitored parking spaces communicate when they're taken and when they're available. Okay, you might be thinking, what else? Major or small appliances connected to the Sigfox network will be able to send usage data to the manufacturer or a third party. Sigfox brings connectivity to a whole new level. So what will you connect? Sigfox. Donc Sigfox est un réseau cellulaire opéré. Ça veut dire que nous avons la même activité que AT&T, Vodafone, Orange, NTT, Docomo, etc. Exactement comme eux, nous avons des antennes sur les toits d'immeubles, dans les montagnes, etc. Et on vend des abonnements. C'est un réseau opéré. Maintenant, la différence entre eux et nous, mis à part la taille des structures, c'est que eux, ils focalisent sur le haut débit. On est allé de ce qu'on appelle aujourd'hui 1G à 2G, 3G, LTE, ce qu'on appelle 4G. Et pareil pour Wi-Fi, les évolutions du Wi-Fi, ça a surtout cherché à augmenter le débit, afin de permettre de connecter des montres, connecter des téléphones portables, etc. Ça, c'est parfait, nous avons besoin de haut débit. Par contre, cette rêve de l'Internet des objets, en fait, le nom l'Internet des objets, c'est pas forcément le bon nom, parce que la révolution, comme le projet Citizen le démontre, c'est dans les données. C'est le fait de pouvoir accéder à des nouveaux jeux de données grâce à la connectivité. On va pouvoir remonter des informations sur où se trouve une palette dans la logistique, quel est l'état physique d'un humain, quelle est la température ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentrait dans la pièce, etc. Toutes ces données qu'on va pouvoir récupérer et qu'on va pouvoir traiter vont porter énormément de valeur. Maintenant, le challenge qu'il y a, c'est que les solutions de connectivité existantes qui ont focalisé sur le haut débit, ils ont été obligés de faire des compromis sur d'autres aspects, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc on augmente le débit, et on est obligé de faire des compromis sur l'autonomie, le besoin énergétique. Donc, comme vous le savez, il faut recharger le téléphone relativement souvent. La montre, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, il faut quand même aussi le recharger régulièrement. Les bracelets, etc. On ne va pas pouvoir supporter dans l'industrie d'avoir des équipes dans les coûts OPEX liés à la remplacement ou rechargement de piles dans des capteurs qui vont être distribués un peu partout. Et dans le B2C, c'est aussi pénible. Moi, j'ai déjà plusieurs objets chez moi ou sur moi que je dois rechercher. Je l'oublie souvent, je laisse tomber avec quelques objets, ça peut être un peu compliqué. Donc, ces solutions qui font très bien l'affaire pour le haut débit, et nous avons besoin du haut débit, ne vont pas forcément permettre de récolter tout type de données. Donc ça, c'est la raison d'être de Sigfox. C'est-à-dire que nous, on vient en complément des solutions existantes, où eux, ils ont fait le compromis sur l'autonomie et le coût de la connectivité afin de pouvoir nous fournir du haut débit, mais nous, on fait l'inverse. On fait le compromis sur le débit, on permet de récolter des tout petits messages, des données, mais grâce à ce compromis-là, nous, on peut fournir la connectivité à un prix qui est beaucoup plus bas et avec une très très longue durée de vie sur pile. Bon, c'est vraiment complémentaire. Hein. Il y a 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. Il y a Sigfox. On ne cherche pas le même marché, mais nous, on focalise sur la démocratisation de la connectivité. Merci. Merci pour ces présentations. Je vais poser des questions sans micro, vous passerez le micro. Je voulais brièvement rappeler dans quelle taille de société on est en face de nous. Samsung, un géant coréen, vous avez aujourd'hui, je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires de Samsung au niveau des terminaux, à la louche, Camille. Merci. Juste sur les terminaux, je les vois en tête plusieurs centaines de milliards
centaines de millions, centaines de millions de dollars par mois, enfin plusieurs Voilà. milliards de dollars par mois. Donc en fait, un géant coréen, voilà, aujourd'hui vous êtes actif à la fois dans les écosystèmes de santé pour les objets connectés, et on a avec nous deux sociétés qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont, pour Citizen Science, vous êtes 3-4 ans d'existence. Oui, la société a été lancée en 2008 avec un accélérateur en 2011. En 2011, où nous avons, parce que nous étions une start-up, et nous avons réussi à séduire deux industriels français pour faire un consortium, et ces deux industriels sont pour la microélectronique Éolane. Donc Éolane, il n'y a pas un TGV, pas une fusée sans du Éolane, et Payen pour le textile. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors des JO d'été, pas les derniers, mais les avant-derniers, il y avait un maillot de bain dit peau de requin qui permettait aux athlètes d'exploser leurs propres records. Et en fait, c'était les maillots de bain faits par Payen, donc du tissu très technique. Donc voilà, nous avons Très bien. 3 ans. Et aujourd'hui, vous avez été financé, vous me le disiez tout à l'heure, à hauteur de Alors 7,2 millions d'euros par la BPI. D'accord. Pour le consortium que nous pilotons qui s'appelle Smart Sensing, parce que BPI a compris que nous avions une vision industrielle, et pour y parvenir, le tissu se fait à travers des machines, et cette machine-là n'existant pas, il a fallu la créer. Donc le coût total de cette machine, c'est 8,5 millions d'euros, et BPI nous a aidés sous forme de différents Très bien. dossiers autour de 7,2. C'est pas le seul financement, mais vous m'avez dit, il y a aussi des fonds privés qui interviennent dans le financement de la société aujourd'hui. Oui, voilà, nous tenons à notre autonomie, D'accord. donc Très bien. ce qui nous permet d'avoir toute l'attitude quant au choix des projets que nous menons. Thomas, un mot sur le financement actuel de Sigfox. Vous avez levé combien de... Nous, on est sur du 27 millions d'euros. D'accord. On est en train de préparer un tour qui, entre nous, va être relativement important, D'accord. qu'on va boucler en début de 2015. Très bien. Alors, quelle est la place aujourd'hui de l'ouverture de vos propres plateformes, que ce soit chez Samsung, Citizen Science ou Sigfox? Quelle est la place des intégrateurs, développeurs de services, nouvelles solutions? Comment vous voyez aujourd'hui, vous apportez les terminaux, vous apportez les objets connectés, le réseau? Comment voyez-vous le développement et quel type de perspective de services voyez-vous autour de ces objets connectés? Enfin, aujourd'hui, forcément, tout l'écosystème qui tourne autour des objets connectés est fondamental. Samsung n'a pas la vocation de tout faire. Bon, ce serait impossible, on l'a vu, là il y a deux exemples qui sont diamétralement opposés, qui sont sur des marchés extrêmement particuliers, qui sont voués à se démocratiser, c'est impossible de tout faire. Donc c'est pas la vocation de Samsung. La vocation de Samsung, c'est de mettre à disposition un maximum de technologies, qu'elles soient sous forme hardware ou software, pour faire en sorte qu'on puisse encourager le développement et la connectivité des objets. Mais plus que des objets, c'est l'interconnectivité de tout ce qui existe dans notre monde aujourd'hui. On l'a bien vu, il y a un exemple qui est complètement dématérialisé et un exemple qui est complètement matériel. Le but, c'est qu'on arrive à faire ça entre les deux. Donc ce qu'on fait, nous, c'est que, encore une fois, on a nos produits, on met à disposition tous les outils de développement pour que n'importe qui puisse venir développer sur les produits Samsung sa solution. On l'a vu avec ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est Ouzbar, qui est fait par Apicat, qui est une société française qui a 5 personnes. Ils ont accès à ces outils de développement, ils développent leurs solutions, on les accompagne techniquement et aussi commercialement ou marketingment parlant, comme on l'a fait là au Ouzbar, c'est-à-dire que on a fait en sorte que ils puissent développer dans les meilleures conditions, qu'on puisse leur donner aussi peut-être des astuces qu'ils n'avaient pas vues dans le développement, et puis qu'on puisse réaliser ce genre de vidéos et être capable de montrer qu'il y a un vrai savoir-faire français, que les startups et doivent être mises en avant, et pas que les startups d'ailleurs. Parce que ce qu'on travaille comme ça avec une startup, on va le travailler aussi avec des gros groupes, et il y a des grands groupes qui se révolutionnent complètement à travers les objets connectés et le numérique. Alors il y en a que vous voyez peut-être, IDTGV par exemple, qui a eu une bonne couverture médiatique sur ce sujet-là, qui a complètement révolutionné son approche client grâce aux objets connectés. Alors, moi, je vous interromps, il y a également AXA qui est en train de modifier, de mettre en place avec votre futur Gear S, une nouvelle version disponible en décembre prochain, développer une application que j'ai pu voir, ils ont fait une conférence de presse il y a 15 jours, ils sont en train de porter sur cette Gear S, cette montre, ces rendez-vous médicaux,
Et la montre embarquant également des capteurs de santé, alors un peu en concurrence de ce que fait Citizen Science, on peut mesurer son activité physique. Et ils sont en train de développer AXA, l'assureur mondial de taille mondiale, est en train de développer sur cette montre. Alors je ne sais pas si vous êtes proche de ce projet actuel. En fait, il y en a énormément, donc c'est des projets que l'on voit. Juste un petit bémol, c'est pas un objet de santé, c'est un objet de bien-être. Et on n'est pas du tout dans la capacité et on ne va pas concurrencer ce qui est fait dans un domaine de santé. Le domaine de la santé est extrêmement particulier, réglementé en Europe et encore plus particulièrement en France. Donc c'est très important d'aller là-dedans, c'est de bien comprendre où est la limite entre la partie bien-être et santé. La partie santé voudrait dire qu'on a un diagnostic médical, etc., qui est enclenché. Ce qui n'est pas le but de ce projet-là. Le but des projets qui viennent dans ce sens-là et qu'on peut faire d'ailleurs sur un smartphone aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens dans une démarche de bien-être et de leur donner un outil connecté de suivi qui permette de savoir où ils en sont. Mais c'est pas un dispositif médical dans le sens stricto sensu du terme qui ferait que ce serait, par exemple, remboursé par la sécurité sociale, que ce serait une preuve tangible de l'évolution d'une maladie ou de l'analyse d'une maladie chronique. Voilà, on n'est pas dans ces dispositifs-là. On parle vraiment d'un produit de bien-être où on va prendre son rythme cardiaque et avoir un certain nombre de capteurs. Accéléromètres et autres. Alors peut-être, Xavier, chez Citizen Science, êtes-vous sur la santé, allez-vous sur ce segment-là? Ah oui, c'est une volonté qui est clairement affichée, mais je dirais que là, c'est l'illustration parfaite de notre complémentarité. Bon, c'est très bien. C'est-à-dire pas de concurrence. Voilà, alors je suis désolé, ça fait très, très égocentrique, mais j'ai commencé par le tissu connecté. Le tissu connecté, il prend des informations sur le corps, humain ou animal, il doit les envoyer. Alors, il les envoie sur une plateforme, un ordinateur. Donc là, par exemple, on a besoin de Samsung. Pour les envoyer, il faut du réseau. Donc là, on a Sigfox. Donc nous, la logique, c'est d'être ouvert. Notre plateforme, qui est le Textile, est une plateforme ouverte sur laquelle vous pouvez agréger des produits, des devices, autres que ceux que nous lancerons ou nous serons amenés à lancer. Donc ça, c'est la première philosophie. Ensuite, le côté santé, ça a été donc l'équipe à l'origine de ce projet dont je fais partie. Nous sommes issus de la santé et nous avons des sensibilités diverses, mais nous voulions apporter un mieux-être aux personnes atteintes d'affections longue durée. En Europe, on ne prend que cet exemple, il y a la libre circulation des personnes et des marchandises, mais des pathologies. Il faut que cela soit d'une manière fluide pour qu'un médecin qui est en France puisse suivre son médecin qui est au Danemark et dialoguer aisément avec le médecin à propos du même patient. Alors, donc, vous parlez justement de cette plateforme sur laquelle vous allez centraliser pas mal de données. Cette plateforme-là, est-ce qu'elle est ouverte à tout type de développement de fournisseurs de services? Oui, donc nous avons Citizen Science pour la partie textile, Citizen Data pour la partie Big Data, qui est un grand mot, mais voilà, c'est une plateforme de données sur laquelle il y a des objets autres que ceux de Citizen Science qui peuvent fonctionner. Et donc là, nous allons agréger cet ensemble de données pour la livrer au client sous le format dont il a besoin. C'est-à-dire qu'on ne surcharge pas le travail de nos clients, mais on leur apporte ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire une donnée précise pour... Vous parlez de client, alors c'est qui un client? C'est pas moi, c'est une entreprise utilisatrice ou c'est un intégrateur de services? C'est qui un client pour vous? Alors, c'est très vaste, ça dépend. Ça peut être très bien, comme nous faisons du B2B, et nous sommes un peu le Gore-Tex du textile connecté. Donc, le fait d'être une marque blanche fait que nous allons développer des choses adaptées aux besoins de nos clients qui ont une expertise sur leur métier. Alors, avez-vous déjà passé des partenariats avec des grands, ce qu'on appelle les entreprises de services numériques et non plus des SS2I, des Capgemini, des Atos, des Accenture? Est-ce que vous travaillez avec ces grands groupes? Oui. Alors après, Maxime parlait de petites sociétés, oui, 4-5. Vous, avec quelle taille de société travaillez-vous aujourd'hui pour développer des services? Toute taille. Nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir notre technologie qui est utilisée et dans un but précis. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir plutôt le vent en poupe au niveau des médias. Donc nous avons des grands groupes qui vont juste nous proposer de travailler ensemble, mais pour faire monter leur action. Et ça ne nous intéresse pas forcément. Ah bon, il y a des gens qui font ça? Oui, il paraît. Donc nous avons la chance de travailler avec des sociétés qui ont un
un vrai besoin et une vraie expertise. Donc, nous mettons tout notre cœur. Est-ce qu'il y a à des la projets dont on peut parler concrètement ou tout cela est encore confidentiel? Non, il y a des choses, par exemple, il y a la société Tuan, qui est une très ancienne société française qui fait notamment des ceintures lombaires, des bas de contention, et eux ont parfaitement compris l'intérêt du textile connecté. Et on va voir sortir bientôt des produits connectés chez eux, venant avec une technologie embarquant votre techno. Oui, d'ici la fin du printemps 2015, pardon. D'accord. Le t-shirt qu'on a vu là de la personne qui courait, il est disponible aujourd'hui? À quel prix? Où ça? Alors, il le sera tout d'abord chez un des membres du consortium qui est Cyclelab. Il sera complété par un cycliste, donc avec des accéléromètres sur les cuisses pour mesurer l'activité des jambes. Il le sera là aussi en courant du mois de juin. Et l'ensemble, donc pour le prix que je vais vous donner, donc qui est un prix public, vous avez donc le bas, le haut, le petit boîtier qui permet de recevoir les informations, plus l'accès. Il faut compter autour des 300 € à peu près. Très bien. Thomas Nichols, vous me disiez, vous avez envie de lancer un appel à vocation pour développer des services. Tous les jours, on vous demande de nouveaux services, en fait, vous me disiez. Oui, ce qui est plutôt pas mal. Non, nous, on est un opérateur. Nous, on fournit un tuyau. Et on fait que ça. On focalise sur ça, on le fait au mieux possible, mais on fait que ça. Nous, on a donc, aussi parce qu'on est relativement visible au niveau des médias en France, mais aussi dans pas mal d'autres pays. D'ailleurs, la France, c'est 16% de la visibilité de Sigfox. En France, pour rappel, vous connectez par exemple les panneaux publicitaires de Clearstream. Clear Channel. Oui, Clear Channel, tout à fait. Clearstream. Non, mais, donc pour aller directement droit au but, nous si vraiment on rentre dans le business des objets connectés, nous on fait des projets avec pas mal de volume déjà dans pas mal de pays. Pour vous donner un peu de visibilité sur ça, il y a 2 types de projets que nous on voit. Un, c'est des clients tels que Securitas Direct qui fabriquent des alarmes. Nous on discute avec eux, ils en étaient convaincus, ils intègrent maintenant Sigfox dans tous les alarmes. Plusieurs 5 millions d'alarmes juste en Espagne, donc c'est un gros business. Là, nous, on a dealé en direct avec eux. Après, eux, ils ont des fournisseurs qui fabriquent les objets, etc. Mais il n'y avait que cette société-là. Sur la plupart des projets qui utilisent Sigfox, il y a plusieurs acteurs impliqués. Ça peut être une ville qui va émettre un appel d'offres. Nous, on ne va pas répondre. Il faut qu'il y ait une société qui est capable de répondre. Cette société ne va pas forcément être experte dans la fabrication d'objets. Ça peut être des capteurs pour des places de parking, ça peut être une applicative pour la santé ou un autre domaine, ça peut être dans l'industrie. Nous, on ne fabrique pas les objets non plus. Ceux qui fabriquent des objets vont utiliser une solution de connectivité, Sigfox ou d'autres. Si c'est du Sigfox, ils vont faire appel à nous. Il y a tout un cercle de partenaires qui doivent travailler ensemble. Et c'est extrêmement critique. Nous, on ne vend pas d'abonnement si ces groupes ne fonctionnent pas. Donc nous, on a créé tout un programme de partenariat qu'on appelle Sigfox Ready, où on certifie des partenaires, et le but de ça, c'est de faire de la promotion. Nous, on a déjà eu plusieurs cas où il y a des jeunes entreprises ou des plus grandes entreprises françaises, britanniques ou d'autres, qui, grâce au fait que Sigfox, c'est un seul réseau, c'est le même réseau dans tous les pays où on déploie, donc ils vont développer un produit dans un pays, immédiatement, nous, on fait de la promotion dans les autres pays, ils vont pouvoir commercialiser partout. Mais c'est tout un écosystème qu'il y a derrière. Alors, quel type d'application on vous demande et aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse Nous, on a toujours des réponses. Mais non, nous, on est très ouverts par rapport au fait que nous, on ne veut pas devenir une société de services, fournisseur de solutions. On focalise sur la connectivité. On met en avant les partenaires qu'on connaît. C'est vraiment dans tous les domaines. Tout ce qui est tracking, à la fois sécurité, logistique, tout ce qui est énergie, détection de fuite, compteur d'énergie. Ça peut être dans la santé. On a de plus en plus de personnes âgées en France. Là, il y a le Loiret qui connecte 10 000 boîtiers chez des personnes âgées distribués par la Poste. Dans ce type de projet, il y avait 5 sociétés impliquées afin de pouvoir réaliser ce type de projet. Donc, il faut vraiment que tout le monde arrive à travailler ensemble. On a tous besoin de ça. Donc, ça, c'est plutôt l'avantage. Tout le monde est là pour collaborer avec d'autres sociétés. Et du coup, nous, on a besoin de vous et on est plus qu'intéressés par des conversations autour de collaborations possibles. Voilà, donc, comme vous disiez, un appel à collaboration. Ce qu'on a entendu aussi côté Samsung et Citizen Science.
Écoutez, on voulait vous présenter ces éléments-là. Si vous avez des questions, comme on est dans un format assez réduit, assez restreint, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions qui vous viennent à partir des éléments qui ont été présentés. On dit souvent la première question est la plus difficile. Je vais la poser. On a parlé Big Data à un moment, parce que c'est un peu la dimension peut-être qui est après cette connexion. Chez Citizen Science, vous avez développé cette plateforme Big Data. Vous avez notamment dans vos équipes quelqu'un qui a un des pionniers du Big Data en France, qui est Mathias Herberts. Pas qu'en France, c'est un ancien de Google, donc il a effectivement une expertise qui est reconnue. Il enseigne le Big Data à Télécom Bretagne. Et donc vous, cette plateforme Big Data va vous servir à faire quoi que vous êtes en train de créer avec nos données de santé ou de bien-être? Après, ça dépend. Encore une fois, le fait, la donnée, le big data existe depuis très très longtemps. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas forcément quoi en faire. Alors, que voulez-vous en faire, vous? Alors déjà, nous avons une politique très claire, c'est-à-dire que la donnée qui était mise par la personne, cette donnée lui appartient. Donc il est hors de question que nous nous amusions à revendre la donnée à des opérateurs ou à d'autres sociétés. Donc ça, c'est déjà un débat qui était tranché. Est-ce que vous apparaissez en concurrence d'une plateforme comme celle que construit Google ou Apple actuellement sur les données de santé? Non, moi, je ne vois pas des initiatives comme celles que vous citez comme étant des concurrents. Ce sont juste des sociétés qui viennent sur un marché, qui ont leur vision, leur stratégie, éventuellement des effets d'annonce. Enfin, voilà, chacun, au contraire, plus il y a de sociétés qui vont sur ce domaine, plus ça nous oblige à nous remettre en question, à nous stimuler intellectuellement pour trouver des solutions originales et pragmatiques. Alors, quel premier service pourrait-on voir sortir de cette plateforme Big Data que vous constituez? Alors, j'ai parlé par exemple, sur le plan de la santé, ça va permettre d'offrir des outils d'aide à la décision, par exemple, à des médecins. Et si je prends l'exemple des médecins, c'est une question rhétorique, mais en France, depuis 10 jours, nous connaissons le premier désert médical français qui est Paris. Ce qui est quand même grave. Ce qui veut dire que là, nous arrivons dans l'ère qui a été déjà décriée depuis un certain temps, où il y a une explosion des affections de longue durée et une diminution drastique de la population médicale. Donc là, nous arrivons dans une zone extrêmement dangereuse. Et là, le fait que Paris devienne le premier désert médical français, c'est un autre signal, et de là, duquel il faut tirer des conclusions et surtout agir. Donc là, nous allons permettre, avec la technologie, ces plateformes de Big Data, de faire ce qu'on appelle du triage, c'est-à-dire qu'une personne qui est équipée, et là je passe au sens le plus large, d'un appareil, d'une technologie qui va assurer son mieux-être ou carrément surveiller sa santé, va permettre d'envoyer des alarmes, de lever des alertes auprès d'un personnel médical spécialisé et faire venir cette personne-là en consultation pour éviter des catastrophes sanitaires. Maxime, est-ce que Samsung en France a des initiatives en matière de cloud big data de santé? On sait que Samsung a annoncé au niveau mondial un écosystème de santé. Est-ce que vous avez vu arriver en France? Est-ce qu'il y a une annonce pour la France dans le même domaine que ces données de santé ou de bien-être? Oui, alors on l'a annoncé notamment pendant Medica qui était en Allemagne à Düsseldorf. On a créé on travaille en trinôme avec deux grosses sociétés dans ce domaine-là, Orange Healthcare pour être précis, et TapCheck, qui est un des grands acteurs des appareils qui servent à un certain nombre de choses. Leur catalogue est extrêmement large, mais notamment, pour en prendre un qui est simple à percevoir, un tensiomètre. Et en fait, TapCheck a eu l'intelligence de se dire que cette donnée, il fallait la connecter. Et nous, on aime bien parler de smart data et pas de big data. Et c'était très bien dit, c'était que la big data, à un moment, on a stocké plein de choses dans des serveurs et on n'en a jamais rien fait. On est dans un ère aujourd'hui où il faut être capable de l'exploiter, et c'est ça qui va faire la différence. Donc aujourd'hui, on a créé sur cette partie santé en fait une connexion entre nos trois univers, celui d'Orange avec son cloud certifié dans le monde de la santé et dans l'exploitation des données de santé, TapCheck qui a un savoir-faire indéniable et planétaire aujourd'hui sur les outils qui servent à l'analyse et au relevé, et puis nos produits qui vont être justement le lien entre tout ça et qui vont permettre la connectivité, l'interconnectivité, et on ira forcément à terme
sur des choses qui vont permettre notamment à un médecin d'avoir les analyses avec bien entendu l'accord du patient, mais les analyses en direct pour, aujourd'hui, on prend l'exemple de la tension artérielle, il y a de plus en plus de gens qui en France aujourd'hui sont obligés de prendre leur tension artérielle 1 à 2 fois par jour en termes de contrôle. Si je ne dis pas de bêtises, les sportifs font partie aussi des gens qui en ont l'obligation, et donc à un moment donné, il faut que les médecins, sans qu'ils soient obligés de se déplacer parce qu'ils sont justement à l'extérieur d'un désert médical, il faut qu'ils puissent avoir accès à cette donnée, il faut qu'ils puissent être capables de réagir. Réagir, ça ne veut pas dire faire une opération à distance, et ça veut dire être capable de récupérer l'alerte. Éventuellement, on peut imaginer avec les développements, éventuellement être capable de donner une alerte à la place du patient qui, par exemple, serait tombé dans les pommes ou autre, parce que justement, ces capteurs ont permis de le détecter et ont permis d'aller plus loin. Enfin, on parlait des crises cardiaques tout à l'heure. Une crise cardiaque sur un terrain de foot, on en a vu quelques-unes, et ça a fait il y a eu beaucoup de médiatisation. Si elle était anticipée et qu'on pouvait alerter le joueur avant qu'il ait cette crise cardiaque, je pense que tout le monde serait heureux. Oui, tout à fait. Je voudrais poser une question aux personnes présentes. Est-ce que certains d'entre vous, levez la main si vous avez un objet connecté sur vous de santé type WeThings, peut-être pas encore, il n'est pas sorti le t-shirt, l'objet. Personne n'a d'objet connecté chez vous, dans votre appartement. Est-ce qu'il y a des choses que... deux. Donc on est vraiment... Est-ce qu'on est aux prémices de tout ça, et est-ce qu'il y a encore besoin de... Est-ce qu'on est en phase d'évangélisation, ou de compréhension, ou de... Votre sentiment par rapport au marché, est-ce que le marché est mûr déjà aujourd'hui? Les industriels ont compris, les professionnels ont compris, et c'est encore côté grand public que ce n'est pas très diffusé. Quel est votre sentiment? Je pense que déjà, il faut comprendre que moi, je vais sûrement acheter une des montres, parce que d'ailleurs, c'est quelqu'un que je connais qui a créé le système d'exploitation, mais je ne vais pas acheter 500 montres. Par contre, d'après Gartner, j'aurai 500 connexions depuis ma maison dans l'année 2020 ou 2025. 500 connexions. 500 objets connectés. Oui. La cuisine. Connexion. Mais le point, c'est de dire que là, on parle d'objets connectés. On focalise sur les objets. Et quand on parle d'objets connectés, on pense au téléphone portable, aux ordinateurs. Du coup, les montres, ça fait du sens. On parle de frigo connecté, etc. Mais la plupart des connexions qu'on aura ne vont pas être des connexions qui vont permettre de connecter un objet avec une jolie interface. Non. Ça va être de juste remonter des données sur l'état d'équipement qu'on a chez nous, la machine à laver ou la température dans la maison, etc. C'est pas forcément que pour des objets sexy. Et c'est là où moi je rejoins complètement que c'est du smart data. Des fois c'est du big data, on a beaucoup de data, mais des fois c'est juste de combiner deux jeux de data, comme moi je viens de Copenhague au Danemark. Là, quand on détecte un groupe de vélos qui arrive, le feu passe au vert, le feu de signalisation, pour favoriser le transport en vélo. Donc, ça veut dire que quand on est en vélo, s'il y a beaucoup de vélos, on sait qu'on aura quasiment pas de feu rouge. Ce type de façon de combiner des jeux de données afin de prendre des décisions plus intelligentes, c'est ça qui est vraiment intéressant là-dedans. On est dans les données, on n'est pas que dans les objets avec des jolies interfaces. Il y a tous les vraiment secteurs. Les données, il faut être créatif. La plupart des jeux de données qu'on aura dans le futur, même en grand volume, on ne les connaît pas encore. Il faut les inventer. Et là, ça s'applique à tous les secteurs, et pas uniquement des objets qu'on porte sur nous. Il y a de très beaux objets, mais il n'y a pas que ça. Alors d'abord, il y a un savoir-faire. Et le savoir-faire, il est passé par la phase du consortium. C'est-à-dire que nous étions pragmatiques, nous étions une start-up, donc avec des moyens limités. Soit nous dépensions ce peu d'argent-là à réinventer quelque chose qui existait, ou nous allions voir en toute humilité deux très grosses sociétés. Donc Eolan, c'est 3500 salariés, c'est à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Païen, par la technicité, assure tous les vêtements techniques de Nike, Adidas, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour la partie industrielle. Donc là, nous nous assurions d'avoir un time to market assez proche. Après, il fallait anticiper aussi le futur, parce que par essence, le futur, nous ne le connaissons pas. Et donc là, nous avons agrégé à notre pensée deux côtés scientifiques, un Télécom Bretagne pour les algorithmes,
et le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA LETI, pour développer une nouvelle génération de capteurs, dont les nanocapteurs. Donc tout ceci fait que, bien évidemment, nous serons copiés, et tant mieux. Cartier, s'il n'y avait pas de copie de Cartier, ne serait pas Cartier, donc c'est plutôt flatteur. Après, cette technicité nous permet d'avoir à peu près 2 ans d'avance par rapport à nos concurrents. Parce que justement, notre vision était différente. Les gens nous ont regardé, bon, c'est une PME de Lyon, bon, ils sont pas dangereux. Et puis finalement, il faut toujours se méfier, hein. Donc c'est en avançant doucement mais sûrement que nous avons réussi à séduire un certain nombre de clients qui ont eux-mêmes une expertise au niveau mondial. Et puis après, ça fait boule de neige. Est-ce que vous connecterez votre digital shirt au cloud de Google sur le données de santé ou à celui d'Apple? Non. Nous, à titre personnel, je le mettrais sur Citizen Data. Après, libre à Google de proposer où ça aussi, c'était dans la manière de penser. C'est-à-dire que le textile était révolutionnaire, donc il fallait non pas offrir une source de problèmes de cogitation à nos clients, mais que des solutions. Et parmi toutes ces solutions-là, que le client choisisse ce dont il avait besoin. Donc la plateforme de Big Data faisait partie, bien évidemment. On peut travailler avec Google, et après, libre à Google de proposer ou sa plateforme ou la nôtre. Très bien. Une autre question? C'est une très bonne question. Donc, Sigfox est complémentaire, hein, donc à la fois au réseau cellulaire existant 2G, 3G, 4G, mais aussi aux technologies Wi-Fi, Bluetooth, etc. On n'est pas du tout là pour dire que tout le monde va que faire du Sigfox. C'est pas du tout ça. Nous, on vise un certain type de marché qui personne a eu une solution à ça. D'ailleurs, on est le seul réseau opéré qui vise ça aujourd'hui. Quand nous on a démarré, on était une start-up basée à Toulouse cette fois-ci, et pas très visible, etc. Et tout le monde nous disait, mais un réseau bas débit, ça sert à rien, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Tout le monde veut du haut débit. Là maintenant, on est beaucoup plus sur le radar au niveau international, mais ce que vous allez voir, d'ailleurs annoncé dans le futur proche, c'est des collaborations entre les MNO, donc les opérateurs de réseaux de télécommunications, et Sigfox. Car pour eux, c'est évident que nous, on est complémentaires. Maintenant, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a des projets où, techniquement, on peut utiliser un réseau GSM. Et nous, on vient avec une solution qui, soit grâce à la basse consommation énergétique, permet d'avoir quelque chose avec moins de coûts OPEX et du coup un business model plus intéressant, soit directement un coût de module de communication, etc., moindre. Donc, on peut les concurrencer, mais ça, c'est sur une très, très petite partie du marché. Ce que nous, on vise, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut adresser avec du GSM et clairement pas l'inverse non plus. Très bien. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie. On peut les applaudir. Et je vous souhaite une bonne continuation sur le salon.